Bonjour, donc heureux de vous retrouver tous pour la table ronde de ce jour sur les procédés innovants pour mesurer la qualité de l'air. Donc je laisse tout de suite la parole aux intervenants. Bonjour à tous, donc je suis Renanda, je suis la directrice du LCSQA, ce qui signifie un laboratoire central de la surveillance de la qualité de l'air et nous sommes heureux d'avoir cette opportunité d'échanger autour de cette table ronde. Chacun va pouvoir se présenter à son tour sur les enjeux de la qualité de l'air et comment au fil du temps aussi on peut innover en termes de mesures. Alors, je dirais qu'en élément de contexte, il y a eu la journée de la qualité de l'air la semaine passée. À cette occasion-là, en particulier, la France a sorti le bilan sur la qualité de l'air constaté sur l'année 2020. Et il est vrai, depuis les années 2000, on constate une amélioration de la qualité de l'air. Alors, sur deux volets, il y a à la fois l'inventaire des émissions, au niveau en particulier des activités humaines, industrielles, agricoles, etc. Et puis, il y a aussi la mesure de la concentration des polluants qui montre aussi une diminution constatée sur un grand nombre de polluants. Au total, il y en a 12 qui sont réglementés et qui sont suivis dans ce bilan de la qualité de l'air. Et puis, alors, après, on peut se dire que les choses s'améliorent. Nous, au niveau du laboratoire central de la surveillance de la qualité de l'air, nous sommes en charge de la coordination par le ministère en charge de l'environnement de cette thématique. On travaille à plusieurs acteurs, avec notamment l'INERIS, l'Institut national des risques industriels et de l'environnement. On travaille avec le laboratoire national de métrologie et d'essai, avec les mines de Douai, Institut Mines Télécom Nord-Europe. Bien évidemment, avec les acteurs terrain, vous avez dû en entendre parler, ce sont les ASCA, les associations agréées de la surveillance de la qualité de l'air. Et puis, alors, bien évidemment, il y a la mesure des polluants, il y a aussi la prévision. Donc, on travaille également avec le consortium Prévert sur cette thématique. Donc, ce n'est pas parce que les choses s'améliorent qu'il n'y a pas encore à faire. On va en parler dans cette table ronde. On va parler des nouvelles valeurs OMS. On va parler peut-être aussi de certains dépassements et en particulier du contexte de contentieux. Voilà pour le cadre sur les actions à venir. Et du coup, je passe la parole à mes collègues présents ici aujourd'hui. Alors, si tu veux, je commence, Gilles. Oui, je t'en prie. C'est gentil d'avoir constaté. Écoutez, ravi effectivement de vous voir ou pas, parce qu'en fait, on se voit surtout nous pour cette table ronde. Donc, je suis Olivier Greny, je suis cofondateur et président d'Amplissime. Alors, je suis dans le domaine de la qualité de l'air et plutôt côté modélisation depuis une vingtaine d'années maintenant. Et effectivement, on a démarré l'idée d'Amplissime autour d'un constat, c'est que finalement, dans le domaine de l'environnement, c'est surtout bien informé qu'on prend de bonnes décisions. Et c'est particulièrement prégnant dans le domaine de la qualité de l'air parce que c'est surtout une pollution qui est essentiellement invisible. Quand elle est visible, généralement, c'est que c'est assez grave. Donc, du coup, c'est assez compliqué de prendre des décisions. Et on se dit qu'un bon outil, en tout cas, pour comprendre ce qui se passe, c'est la modélisation. Et on a la chance en France, en tout cas, d'avoir une école de MATAP qui est très développée. On est très bon sur ce sujet-là. Par contre, c'est un sujet qui est très complexe et très lent à mettre en œuvre. Et du coup, on a décidé de monter fort de ce constat-là qu'on a éprouvé nous, au cours de toutes ces années. On a décidé de monter une plateforme pour modéliser rapidement et simplement l'impact sur l'air de l'activité humaine, en fait. On fait ça pour des bureaux d'études, des industriels ou des collectivités. Et vraiment, l'idée, c'est quelqu'un qui fait une modélisation sur la qualité de l'air, un ingénieur d'études, au lieu de passer 2 semaines, l'idée, c'est qu'il soit capable de faire ça en 2 jours, en fait. Voilà. Et du coup, avec cette modélisation, nous, ce qu'on est capable de faire, c'est de cartographier et prévoir l'impact sur l'air d'activité humaine depuis des sites industriels, en passant par des infrastructures comme des ports ou au contraire le système d'infrastructure réseau routier, des choses comme ça. Et vraiment, du coup, l'idée pour nous, ce qu'on essaie d'amener, c'est une compréhension entre la liaison entre une situation météorologique, une situation d'émission et puis un épisode de pollution.
Donc on fait ça de manière du coup assez innovante avec cette plateforme, et on fait ça aussi au travers de projets innovants qu'on fait notamment en collaboration, du coup je vais pouvoir te passer la main Gilles, autour d'un projet qui s'appelle Spark sur financement ADEME, où l'idée c'est effectivement parce qu'on va revenir au cours de la table ronde, mais un des gros enjeux de ce qu'on fait et de la valeur qu'on apporte, c'est le sourcing de la donnée et sa meilleure utilisation. Et pour justement rapprocher dans une situation d'aménagement territorial, de l'aménagement de voirie, plan de déplacement urbain, être capable de mesurer directement, enfin de cartographier l'impact des différents émetteurs et en particulier du trafic automobile, puisque c'est effectivement une des sources qui est assez difficile pour nous en modélisation à qualifier. Et là, l'idée, là, c'est vraiment d'aller couper la donnée réelle de trafic au travers de la donnée de floating car data, puis ensuite une modélisation fine du coup des déplacements de véhicules, de la motorisation faite par IFP, et ensuite un calcul de dispersion dans l'air pour être capable du coup de voir l'impact de vraies situations et en temps réel de trafic automobile au sein du coup des autres sources territoriales que vont être le chauffage urbain, les sources extraterritoriales, l'agriculture, les panaches qui nous viendraient de la roue, etc. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été clair, j'espère. On va pouvoir après approfondir un certain nombre de sujets. Gilles, tu veux rebondir sur oui, donc Gilles Cordes, je suis directeur de programme à l'IFP Énergie Nouvelle sur la mobilité connectée et sur la qualité de l'air, et c'est sur le volet numérique. Alors l'IFP Énergie Nouvelle est plus connu un peu sur les filières historiques et notamment sur la partie transport, et c'est vraiment par ce prisme-là qu'on a abordé en fait la qualité de l'air, c'est de fournir des éléments plus précis sur les sources d'émissions liées au transport, par de la modélisation, mais aussi par de la collecte de données mobiles, hétérogènes. Et juste peut-être pour partager, parce que souvent un petit schéma vaut mieux qu'un grand discours, on a... alors, j'espère que là, l'écran... super bien. Je vois pas l'écran, oui, c'est bon, super. Donc, en fait, l'idée est, par les projets qu'on mène, aussi avec les ports et les aéroports, hein, c'est la notion de digital twin, et c'est vraiment d'apporter en fait des outils d'analyse et d'impact qualité de l'air avec de la donnée mobile qui va être hétérogène, qui va être plurielle. Donc, ça peut être de la donnée issue des véhicules, mais pas que, ça peut être des données smartphones dont on va parler aussi un peu, et pour essayer de construire des outils de prédiction, enfin d'estimation et de prédiction des émissions polluantes sur un territoire. Voilà un peu pour juste l'introduction. Je rends le partage. Très bien, merci pour ces présentations et cette entrée dans le sujet. Alors, en fait, la question se pose au travers de cette table ronde entre, on va dire, l'aspect technique, l'aspect réglementaire et le LCSQA est l'acteur qui coordonne le dispositif, encore une fois, national de surveillance de la qualité de l'air, et puis, un peu plus loin, effectivement, des applications spécifiques et puis comment le citoyen, en fait, peut s'approprier les outils et les données sur la qualité de l'air. Juste pour revenir au niveau du rôle du laboratoire central de surveillance de la qualité de l'air, nous, ce qui nous importe, ça a déjà été dit, c'est d'apporter un éclairage fiable à la fois donc, à l'ensemble du public et aussi aux décideurs. Ça veut dire que l'on s'attache à la qualité de la donnée. Alors, il y a la donnée mesurée avec des enjeux de maîtrise de la traçabilité métrologique, le système international d'unité de mesure, avec des enjeux de méthode qui sont connus, partagés, avec des enjeux aussi de performance d'équipement. Et puis autour de cette saisie de la mesure, et donc là le rôle des ASCA en région est important puisque ce sont elles qui gèrent toutes les stations sur l'ensemble du territoire, il y a cet aspect modélisation. Donc par rapport à un cadre réglementaire, on doit rapporter de la mesure. Juste pour précision, au niveau européen, on ne rapporte pas des données modélisées encore. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas encore d'accord sur les critères qualité liés à la modélisation.
Pourquoi? Parce qu'il y a des enjeux de démonstration, que les hypothèses qui sont prises sont bonnes, que les certitudes qui sont prises sont bonnes. Donc, du coup, on est sur des dimensions différentes entre, encore une fois, un rapportage au niveau national et au niveau européen, et du coup, dans des contextes après contraints. Vous n'ignorez pas, là, cette année, il y a eu une décision récente du Conseil d'État qui a été de contraindre l'État à verser une astreinte de 10 millions d'euros parce qu'il y a des constats répétés de dépassement en niveau de particules. Alors, c'est les PM10 et puis c'est le NO2 sans surprise. Et l'État français, bien sûr, a montré des feuilles de route, des actions, etc. Et c'est vrai que c'est le constat rapporté au niveau de l'Europe des concentrations mesurées qui peut amener du coup à ce type d'action. Et donc l'idée après, c'est essayer, et c'est ça qui est aussi compliqué, d'aller regarder l'efficacité d'actions qui sont prises localement. Pourquoi c'est compliqué? Parce que ça a déjà été un peu évoqué avant, la dimension qualité de l'air, bien évidemment, il y a des enjeux liés, on le disait, aux activités humaines, industrielles, portuaires, maritimes, etc., pour prendre l'exemple. Et bien évidemment, on vous parle de chauffage, là les températures arrivent, on va relancer les chauffages, le trafic routier fait partie des sources d'émissions. Mais il y a également d'autres phénomènes qui arrivent. Je vous disais une amélioration depuis de très nombreuses années sur les polluants mesurés, sauf un qui est l'ozone. Là, on voit quand même une courbe qui est liée à l'augmentation parce que l'ozone, c'est un polluant secondaire qui va se former à partir de mécanismes physico-chimiques et on est en train de regarder les sources de polluants pour comprendre cela. Donc, il y a des phénomènes aussi encore à travailler. Et puis deux, l'air se transporte, donc il y a des phénomènes de transport, donc c'est compliqué en fait d'aller mesurer l'action locale et les effets d'une action locale par rapport en fait à des grandes masses et puis après des mesures très sérieuses de polluants que l'on va faire. Donc voilà, là ce sont des enjeux qui sont portés par différents outils. Alors sur le site du LCSQA en particulier, il y a le lien avec la base nationale, ça s'appelle Géodaire. Ça c'est l'État qui nous a demandé de la mettre en place. Elle a été ouverte au public là, très récemment, pour pouvoir faire en sorte que chacun puisse avoir accès à l'ensemble des données collectées depuis de nombreux exercices sur l'ensemble des 12 polluants et donc rapportées via les mesures qui sont faites par les ASCA. C'est une partie des choses que l'on rend et du coup, je repasse la parole vers mes deux comparses pour qu'ils expliquent, eux, à leur niveau, ce qu'ils éclairent en plus. Merci. Effectivement, je vais rebondir un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure. Effectivement, la complexité de la mesure, etc. Effectivement, du coup, l'intérêt d'approches complémentaires, effectivement, sur le sujet de la modélisation, effectivement, sur c'est pas réglementaire au niveau du coup la qualité de l'air globale. Mais par contre, sur les études que font les industriels, c'est exactement un outil d'évaluation parce que la modélisation a deux avantages par rapport à la mesure. Elle a des défauts et des avantages, comme toute pratique. C'est toujours assez compliqué de mesurer ce qui n'existe pas ou ce qui n'est pas encore passé. Donc, en termes de prévision, évidemment, et puis aussi en termes de calcul, je dirais, de scénarios alternatifs, des questions du type et si on avait fait les choses différemment. Donc, c'est quelque chose qui permet de comprendre et d'apporter des réponses. Et c'est aussi un outil qui permet d'isoler, en fait, les contributeurs, en fait. Ce qui est toujours un petit peu compliqué dans la mesure, sauf si on a des signatures qui sont très spécifiques. Voilà, donc c'est un petit peu les compléments d'éclairage que je voulais apporter sur ces sujets-là. Et je voulais aussi rebondir effectivement sur l'idée de la donnée, parce que bon, nous, l'éclairage qu'on apporte, vous l'avez compris, je pense, autour de la table ronde, c'est plutôt un éclairage de praticiens sur des approches au contact de la réalité des industriels et des collectivités. Et donc, un des enjeux forts pour nous, effectivement, c'est la donnée, parce que dans l'environnement, c'est un domaine, dans le cadre de la simulation, l'essentiel de la donnée à l'extérieur. C'est-à-dire quand je suis Airbus, je veux déterminer en fait les propriétés de mon futur avion. En fait, les composants, les géométries, je connais toutes ces données-là. Quand je suis industriel et que je détermine l'impact de mon site, on est exactement dans une situation inverse.
Et du coup, ça nous fait des très grands consommateurs de données, avec des sourcings différents. On va les récupérer des données auprès d'acteurs très différents, sur des échelles d'espace ou de temps qui sont variables en fonction des phénomènes qu'on regarde, qui sont des données qui sont hétérogènes en nature. On va voir la topographie, on va voir l'utilisation des sols, on va voir la météo, on va voir le bâti. Avec tout ça, des enjeux de format aussi informatique, de souplesse, où là, vraiment, une des complexités aussi. Un ingénieur d'études en qualité de l'air, il va passer énormément de temps, normalement, à aller récupérer cette donnée et de voir où elle est, de la récupérer, de la transformer. Et donc, pour nous, un des enjeux forts, c'est effectivement de faire ce travail-là. Et on va revenir dans le cours de la table ronde, mais il y a des enjeux forts sur la normalisation, du coup, des accès à la donnée. Alors nous, évidemment, ça nous simplifie la vie. Et effectivement, du coup, on est très à l'écoute de tous ces sujets, comme la plateforme Prévert, la plateforme Copernicus, où on vient agréger les données du coup, au niveau européen. C'est un intérêt très fort pour nous. Et aussi d'autres dynamiques territoriales sur lesquelles je pense qu'on va avoir l'occasion de revenir. Et le dernier éclairage que je voulais apporter sur la donnée, c'est aussi l'enjeu participatif. Donc, effectivement, l'exemple type, c'est quand on a des signalements sur des épisodes de pollution, c'est une donnée qui est sourcée auprès des citoyens, c'est une donnée qu'on peut aussi utiliser. Donc, il y a aussi cet enjeu-là de dynamique partie prenante, en fait. Et donc, peut-être pour compléter, avec notre éclairage, justement, sur le côté participatif et citoyen, et on pense que justement sur la partie qualité de l'air et mobilité, la qualité de l'air, on l'a subie. Et on n'est pas forcément acteur par rapport à ça, où c'est un peu délicat. Et donc, on a, à l'IFPEN, depuis 3 ans, on a développé une application smartphone que je vais partager, qui s'appelle GecoAir. Donc qui a 2 objectifs. D'abord, vraiment pour le citoyen, d'être un compagnon de route pour devenir vraiment acteur d'une mobilité responsable. Ça veut donc dire que ça va calculer vraiment les empreintes, son empreinte polluante d'émissions. Donc quand on utilise son véhicule, aussi des transports en commun. Donc ça va capter sa mobilité et permettre d'être acteur par rapport à la réduction de son empreinte, bien évidemment gaz à effet de serre, mais aussi polluants locaux, et donc contribuer à une amélioration de la qualité de l'air. Étant donné que c'est en adéquation aussi par rapport à la mobilité et à la qualité de l'air, d'adapter sa mobilité par rapport à des épisodes polluants liés sur la qualité de l'air. Et le deuxième volet, Olivier en a parlé, d'avoir en fait une nécessité de la donnée, de capter de la donnée mobile, et le prisme un peu, c'est que on capte jamais de la donnée à l'issue d'un volontariat ou d'une participation, et donc d'être vraiment acteur là-dessus. Et c'est pour ça qu'on a fait ce type d'application, et qui permet ensuite pour le territoire, ou plutôt pour la partie modélisation, en fait, d'anonymiser toute cette donnée-là et de permettre de capter l'usage collectif vraiment pour construire ensuite des outils de mobilité. Donc en fait, quand on regarde dans cette application-là, le prisme, le volet vraiment purement qualité de l'air, on a développé différentes widgets. Le premier, c'est qui va vous donner votre qualité de l'air au quotidien. Donc en interrogeant en fait des API ou des services fournis par des ASQA ou des API mondiales. Donc là, ça va vous donner vraiment en fait un fit un peu de connaître vraiment quelle est la qualité de l'air là où vous êtes et à l'instant donné. Et ensuite, un volet qui est nettement plus prédiction ou exposition. Et donc là, quand on parle un peu justement des nouveaux seuils OMS, qui va calculer votre exposition sur l'année. Alors d'abord sur votre historique. Donc vous pouvez reconstituer votre historique, connaître quand est-ce qu'il y a eu des événements de pollution là où vous étiez, et aussi en fait un calcul par rapport au seuil OMS. Et le dernier volet, plus lié au gaz à effet de serre, qui va calculer votre empreinte dynamique de gaz à effet de serre, voilà, sur l'année.
Donc c'est aussi l'ensemble des outils de modélisation a vraiment besoin des données dynamiques, mais l'idée c'est que ça se fasse dans un volet participatif par rapport aux citoyens et avec une vue 360 où en fait il va fournir de la donnée, mais aussi capter des informations sur l'exposition, sur la qualité de l'air et aussi voir les aménagements qui pourront être faits aussi par rapport au territoire. Hop, j'arrête le montage. Donc en fait, par rapport au temps qu'on vient d'avoir là ensemble, c'est vrai qu'il y a un cadre réglementaire, en plus porté au niveau européen. On va reparler des valeurs de l'Organisation mondiale de la santé. Ce cadre réglementaire, il est traduit au niveau texte français à appliquer. Et puis après, il y a une multitude d'acteurs. Alors ceux institutionnels, encore une fois, le LCSQA que je représente et puis d'autres, comme vous ici. Et en fait, à nos niveaux, au quotidien, on est en recherche de dynamique. Alors, à la fois en termes de connaissances scientifiques, de validation après des outils, et puis aussi sur de la dynamique, sur du quotidien avec un citoyen, avec des outils, du smartphone, etc. À la fin, moi, je partagerai mon écran sur le site du LCSQA qui est vraiment la base de référence au niveau national pour rapporter les résultats, encore une fois, des ASCA et puis montrer les travaux que le LCSQA fait et en particulier sur la modélisation. Si je reprends les valeurs de l'OMS, parce que ça, c'est un sujet important, ces valeurs, en fait, donc, elles ont diminué, par exemple, sur deux polluants, sur les particules de diamètre de 2,5 micromètres, on va passer de 10 microgrammes à 5 microgrammes. Et puis, pour le NO2, là, on va diviser par 4 la valeur cible, puisqu'on était à 40 microgrammes par mètre cube, et on va passer à 10 microgrammes par mètre cube. Et là, et puis, du coup, d'autres choses ont été faites, et notamment, je vous parlais de l'ozone, qui est un polluant très, très particulier. Il y a cette notion de pic saisonnier qui apparaît. Ces valeurs OMS, il va falloir les travailler, voir comment on les réintègre dans les directives européennes, à la fois en termes de valeurs cibles ou valeurs limites, donc des seuils à ne pas dépasser, et puis en termes de temps, d'échelle. On veut les atteindre quand, ces valeurs? En 2030, en 2050, en fonction de la capacité des États aussi à se mobiliser. L'outil de modélisation, il sert à ça. Par exemple, l'INERIS, qui est un des acteurs donc, du LCSQA, a pris ces valeurs, ces nouvelles valeurs, et a repris les données donc nationales sur 2019. Et là où on avait une situation, on va dire, verte, en 2019, on arriverait en fait à un ensemble du territoire qui serait exposé à des dépassements pour les particules fines, PM2,5. Et puis, pour le dioxyde d'azote, le NO2, on arriverait à 3/4 de la population exposée. Donc, il faut faire aussi attention à ces outils en termes de communication auprès du citoyen, parce qu'on pourrait voir des choses qui deviennent rouges, alors que la situation n'est pas forcément dégradée, c'est juste que les valeurs diminuent. Donc, c'est vrai que c'est important aussi de bien comprendre l'évolution du contexte, l'évolution des limites, et puis surtout de ce que sont capables de rapporter ces données, et notamment à l'échelle urbaine. Et dans le cas du LCSQA, on s'est interrogé en fait sur la pertinence en fait de prendre en compte les données qui peuvent être rapportées par des microcapteurs. Du coup, là, on a des capteurs qui sont mobiles, qui sont en plus grand nombre par rapport à environ 650 stations fixes ou des moyens mobiles qui sont gérés par les associations agréées de la surveillance de la qualité de l'air. On se dit, voilà, il va y avoir des capteurs miniaturisés qui vont nous apporter de la donnée, et comment on fait ça? Et donc, on a développé un outil Sésame, qui est un outil de modélisation, là encore, qui fait un mixte entre des mesures constatées et puis des mesures constatées sur
des outils, vous l'aurez compris, des stations qui sont encadrées et puis vérifiées techniquement conformes, et puis ces nouveaux microcapteurs. Et la difficulté pour cet outil, et d'ailleurs on a rédigé un guide, c'est de se poser la question des incertitudes de mesure autour des données qui sont collectées. C'est-à-dire l'intérêt, c'est d'avoir un grand nombre de données qui sont multiples en termes de localisation également. La difficulté, c'est de voir comment on qualifie ces données par rapport à d'autres, encore une fois, qui sont plus cadrées, réglementaires, etc. Et bien évidemment, un des enjeux au travers de ça, je vais vous parler à l'échelle locale, urbaine, on peut se poser la question du trafic routier, et notamment d'aller regarder l'influence du trafic routier sur ce sujet-là. Je vous laisse rebondir. Vas-y, Gilles. Oui, n'importe. Donc, en fait, sur le trafic routier, donc là où c'est un prisme de l'IFPEN assez fort, donc bien évidemment, l'apport des zones ZFE va être conséquent sur les émissions polluantes. Et notamment, on le sait bien, avec le point un peu névralgique ou le point de bascule, ça sera avec l'interdiction des critères 2, car les critères 2 sont quand même encore les véhicules qui ont en fait une émission très très variable et qui peut être qui est encore bien au-delà des normes de certification. Donc il y a eu quand même un certain nombre d'études, dont aussi notre dernière étude pour le MTE qui a été menée et qui voit qu'en usage réel, les émissions polluantes maintenant sont plutôt bien contenues sur les derniers véhicules, donc de normes Euro 6 d'étampes, et donc a fortiori sur Euro 7 qui va arriver, mais qu'avant cette partie-là, et notamment pour les véhicules diesel, il y avait une pénalité à l'usage sur les petits parcours, avec des émissions qui étaient nettement plus importantes que les normes, parce que le cycle d'usage n'avait pas été forcément intégré. Donc, et d'où cette importance aussi, quand on parle justement d'usage et de projection, et de connaître quels pourront être l'impact des zones ZFE, d'aller vers un volet déjà de captation massive des données et de modélisation. C'est-à-dire après, donc de modélisation déjà aussi pour prédire l'évolution du parc et de voir ses effets sur la qualité de l'air. Et donc là, le couplage vraiment de données dynamiques et après avec des outils de prédiction, comme développés par Amplicil, là prennent tout son sens et vont permettre d'éclairer certainement les politiques publiques à venir. Je vais en profiter pour rebondir. Je fais juste un petit aparté, je vois qu'il y a des questions qui sortent là. Je sens qu'il y a des gens des microcapteurs qui ont envie de poser des questions, donc je pense qu'elle s'adresse plutôt LCSQA. Je crois qu'on a une session de réponse aux questions qui est prévue pour la fin de toute façon. Moi, je vais continuer du coup de rebondir. Je salue les gens d'Atmotrack aussi, puis de NanoSense, là je vois les noms qui défilent. Sur la dynamique, je vais rebondir justement sur cet angle de la dynamique territoriale et du coup plutôt sous le prisme de la donnée pour ajouter aussi un autre éclairage. Donc nous, on participe aussi à d'autres projets qui sont développés par des acteurs territoriaux. Là, je pense typiquement à Rennes Métropole, qui a lancé un super projet autour justement de la réappropriation de la donnée. Et je vais raccorder ça aussi à des enjeux importants pour nous, qui s'appelle Rudy et pour lequel on va contribuer au travers d'un projet qui s'appelle Démocratie Air, sur lequel on vient en fait faire quelque chose qui est à mi-chemin entre l'industrie et la collectivité, puisqu'on va venir comparer l'impact d'un incinérateur, une unité de valorisation énergétique dans le jargon maintenant, avec du coup l'ensemble des autres sources territoriales pour justement adresser des questions que se posent effectivement l'ensemble des parties prenantes et notamment les riverains. Et donc c'est un sujet qu'on trouve très intéressant, notamment, évidemment sur le sujet qualité de l'air, mais je pense que là on est tous convaincus autour de la table, mais aussi sur la pratique de la donnée. Est-ce que ce que je vois passer quelque part, c'est une tentative, effectivement, je pense qu'un des enjeux pour nous importants sur la donnée, c'est pas tant qui possède la donnée et où elle est, mais comment on y accède. Et un élément que je vois intéressant, innovant sur ce sujet-là, c'est une tentative pour normaliser quelque part cette donnée. C'est peu importe qui vous êtes, quelles données vous avez, vous pouvez la partager au travers quelque part d'une interface unique qui permet du coup à plein d'acteurs
de ne pas avoir à redévelopper la Lune à chaque fois, mais de pouvoir accéder à plein de données différentes sous un même mécanisme. Et donc, c'est une initiative qui, pour nous, fait évidemment sens parce qu'une grosse partie de notre activité au quotidien, c'est d'accéder à de la donnée hétérogène. Et quand elle est sur des portails qui sont différents, pas normalisés, etc., bah pour nous, ça demande du coup des actions qui sont spécifiques à chaque fois. Avec, alors évidemment, bah, on le fait une fois, mais c'est surtout la maintenance de ces systèmes-là dans la durée qui du coup, est pénalisante. Et là, je trouve que c'est une initiative qui est assez super et je voulais, du coup, rapporter cet éclairage un petit peu donné au travers d'une normalisation de l'accès, au travers d'une dynamique territoriale, en fait. Au travers d'une dynamique territoriale et du coup, rattaché aussi à des questions de ZFE, effectivement, et à toutes ces questions sur la qualité de l'air, parce qu'effectivement, les émetteurs, à part pour les grandes masses de polluants qu'on voit passer sous le système Prévert qui viennent effectivement d'autres territoires, il y a quand même une grande partie des émissions qui sont territoriales quand même. Très bien. Alors peut-être, avant de prendre les questions, on va quand même se réserver un temps parce que le temps file. On a bien noté vos questions, on va y répondre. Peut-être une dernière dimension. On parle de données, on parle de modélisation. On parle de volume et en fait de spatialisation aussi de la donnée, parce que plus on a donné, voilà, plus on va alimenter. Moi, je viens vraiment au niveau du laboratoire central de la qualité de l'air, et parce que il y a cette mission au niveau national de suivre à la fois les 12 polluants réglementés, mais l'État français ne fait pas que ça en termes de rapportage par rapport à l'Union européenne. On a aussi la vision prospective et puis bien sûr l'écoute du contexte, en particulier national. Donc on suit des polluants dits d'intérêt national. Alors bien sûr, on a tous en tête les particules ultra fines. Donc là se pose la question du comptage de ces particules ultra fines. Dans les sources, effectivement, on va regarder par exemple également l'aspect carbone suit. On va aller s'interroger, on va aller regarder. On parlait quelles sont les sources, encore une fois, parce que c'est en connaissant les sources qu'on peut après avoir des politiques de réduction aussi efficaces par rapport à ce que l'on constate. Et donc, le trafic routier, bien sûr, le chauffage au bois, mais pas seulement. Donc, c'est aussi en allant travailler sur ces aspects-là que l'on va améliorer la connaissance de la donnée et puis que l'on va savoir faire aussi l'intégration de l'ensemble de ces données. Parce qu'encore une fois, entre, on va dire, un process éprouvé dans lequel donc, il y a un référentiel technique national, il y a des audits réguliers, des ASCA, il y a des comparaisons interlaboratoires qui sont organisées, il y a la traçabilité métrologique avec des étalons qui sont utilisés pour garantir que tout ça va bien, et à côté de ça aussi des critères de qualité des modèles utilisés. Alors les modèles, vous l'avez vu quand je vous ai cité comment par exemple l'impact, la prise en compte de la réduction des valeurs OMS. Les modèles, c'est pas juste de la ça peut servir à de la prévision, c'est aussi regarder effectivement en fonction des données que l'on met, les scénarios, aller voir l'impact de telle ou telle chose. C'est vrai qu'il reste encore beaucoup à faire au niveau de ces domaines, et là pour le coup la communauté scientifique apporte toutes ces réflexions. Et nous, par exemple, au niveau du LCSQA, les réflexions qui sont en cours, c'est un polluant, pour le coup, qui n'est pas au niveau européen, mais dont on parle beaucoup actuellement, c'est le NH3. Donc, la thématique ammoniac liée, par exemple, aux activités agricoles, pas seulement, c'est un vrai sujet. Et ça veut dire qu'autour de ce sujet, on va devoir bâtir une stratégie. Qui fait quoi, dans quel domaine. On va devoir regarder tout ce qui est guide technique et protocole de mesures associées. Alors encore une fois, avec les équipements qui vont bien, avec les étalons pour le raccordement qui vont bien, les formats de données qui vont bien pour qu'on puisse récupérer ces données dans des formats qui soient cohérents, compatibles, pour pouvoir, in fine, encore une fois, éclairer un décideur sur une situation constatée et puis
son évolution dans le temps. Donc c'est vrai que là, on se nourrit aussi des travaux de recherche qui peuvent être à différents endroits. Et puis du coup, se repose la question de comment tout ce travail qui est finalement à la main de scientifiques, de modélisateurs, de scientifiques spécialistes de la mesure, spécialistes des équipements, de modélisateurs qui sont dans leur domaine, comment on digère cette donnée et comment on la rend accessible, compréhensible, là non plus seulement aux décideurs, aux politiques et à la communauté scientifique, mais aussi aux citoyens. Alors, je rebondis aussi sur ça, effectivement. Moi, je partage beaucoup de diagnostics autour de la donnée. Bon, on sent bien que quand on dit ceci de l'information, mais à un moment, il y a les questions qui vont avec, effectivement, et c'est la question de transformer effectivement la donnée en information. Et je crois que aussi chez nous, c'est un petit peu ça, le travail qu'on fait. C'est une façon de voir notre activité aussi chez Amplissime, c'est aussi de transformer cette donnée en information en la travaillant, donc en faisant des traitements dessus, qui sont des traitements quand même assez agressifs. On fait de la simulation, donc on fait vraiment de l'utilisation produit sur l'ordinateur, comment le vent s'écoule, comment les polluants se dispersent. Et puis aussi des traitements pour la restituer, effectivement, la manière de communiquer. On parlait tout à l'heure de passer du vert au rouge. Effectivement, on sent qu'il y a une dissymétrie entre l'information et puis finalement la perception qu'ont les gens de cette information qui est transmise. Donc effectivement, c'est un sujet important et effectivement, c'est deux angles que nous, on essaie de couvrir. Et puis aussi, il y a un autre aspect, effectivement, c'est l'idée de la complexité, effectivement, et je crois qu'une partie aussi de notre métier, c'est un petit peu ce que fait Météo France. Quand Météo France fait tourner des modèles méso-échelle pour calculer la météo qui fera dans 24 heures, 48 heures, et bien à la fin, c'est quand même nous, tous en tant que personnes, qui exploitons cette donnée alors qu'elle a subi des traitements pour le coup très très complexes. Donc voilà, c'est cette capacité à avoir une restitution qui soit audible par tout le monde. Et je pense qu'un des enjeux pour nous, c'est effectivement, je le disais un petit peu en introduction, c'est que la pollution sur l'air, à part dans les cas très graves, elle est surtout invisible. Donc on a une pratique au quotidien qui est très déformée. Quand on transmet des cartes météo avec une température, la température, tout le monde sait ce que c'est. On l'aperçoit dans notre chair tous les jours. Donc on a une très bonne appréhension de la température et on a aussi une très bonne appréhension de sa variabilité dans l'espace et dans le temps. C'est-à-dire que quand on dit qu'il fait 20 degrés dehors, je sais qu'il y a des endroits où il fera 18 degrés, des endroits où il fera 22, et je peux pratiquement les prévoir ou les anticiper à titre personnel. Quand on fait ça sur la qualité de l'air, c'est beaucoup plus compliqué. D'une part, on n'a aucune perception de sa variabilité dans l'espace, et du coup, c'est aussi un problème pour nous en tant que praticiens, c'est que quand on transmet cette information-là, du coup, si on met des cartes avec des valeurs qui vont être multipliées par 10, les gens ont tout de suite une réaction genre « mais c'est horrible, qu'est-ce qui se passe ?» etc. Donc, quand on demande dans la modélisation une précision dans un facteur 2, sur de la donnée de qualité de l'air, quand on a proximité des sources, on va avoir des variations qui vont être logarithmiques. C'est qu'en gros, les valeurs vont être multipliées facilement. Et du coup, transcrire cette information-là, c'est pas évident parce qu'on s'attend à des variables qui vont bouger lentement. On s'attend à une température qui varie entre 18 et 20, et peut-être dans une cave, il fera 17, etc. Donc, on a cette anticipation-là, pour le coup, sur des variables physiques qui n'ont pas du tout cette variation-là dans l'espace qui est autour de nous. Donc, c'est aussi un enjeu à ce niveau-là, quoi. Et effectivement, c'est ça ce qu'on essaie de porter auprès de beaucoup des gens qui utilisent nos plateformes, donc les bureaux d'études, les industriels, les collectivités, et puis j'espère le grand public un jour. Gilles, oui, ce qui est sûr, c'est que sur l'appréhension de la qualité de l'air, comme tu l'as dit, Olivier, c'est impalpable, mais que le sujet a été aussi, le public a du mal à se l'approprier, enfin, sauf le côté de se dire c'est nocif pour ma santé, etc. Et certainement les microcapteurs, où cette démarche-là, elle est très positive parce que c'est une démarche quand même de citizen science, d'une information avec une hétérogénéité importante en termes de mesures et d'estimation. Donc là, il faut des garde-fous techniques et scientifiques assez forts qui sont en construction
Il ne faut pas se le cacher. Hein. C'est-à-dire que justement, l'idée quand même, c'est qu'en France, on réussisse par les différents acteurs à structurer un peu ce flot d'informations plutôt qu'attendre que ça soit une information qui nous arrive sur notre téléphone Android par Google. Et potentiellement, c'est ce qui peut arriver, alors qui sera peut-être sujet à question et à questionnement, mais qu'actuellement, il y a certainement une phase d'accaparement de la donnée qui était, en tout cas, enfin, de désappropriation de la donnée qui peut être assez fort, comme la donnée a été désappropriée sur la partie mobilité, etc. Donc donc ça, je pense que c'est un sujet où justement les microcapteurs, bien sûr, leur information locale, elle est bien sûr importante. Il y a pas mal de maths à faire, etc. Avec une structure hybride en hybridant justement des modèles comportementaux avec des microcapteurs. Donc du côté scientifique, c'est plutôt stimulant. Mais de toute façon, la notion de microcapteur nous semble indispensable sur l'appropriation du sujet et pas simplement d'en faire un sujet réglementaire, voire judiciaire par rapport à ça. Et c'est clairement un peu l'obstacle ou enfin la menace un peu qui peut arriver, que ce soit juste le volet judiciaire un peu qui l'emporte avec des choses qui ne soient pas palpables. Donc là, moi, c'est un peu moins dans notre domaine. Je voulais juste illustrer aussi, pour finir, enfin, en tout cas, mon intervention sur donc il y a la partie citizen science, etc. Et qu'est-ce qui se passe? Et le côté prédiction, je pense qu'il est important. Il a été sous-évalué et pour l'instant, il y a encore peu d'outillage. Donc là, il y a des travaux qui sont faits vraiment pour aller comment est-ce qu'on peut estimer d'une manière microscopique les émissions polluantes sur des brins routiers. Et surtout finir un peu par le volet de couplage, non pas avec des données massives qui peuvent être des microcapteurs ou du floating car data ou des données du véhicule connecté, mais avec aussi de la modélisation en amont sur du comportement humain, sur des schémas de mobilité qui vont bouger, qui sont en pleine mutation. Et donc, il y a vraiment un avantage à coupler maintenant des outils de modélisation de mobilité qui étaient aussi amont quasiment que des outils de dispersion et de chimie sur la qualité de l'air, de coupler ces outils de modélisation avec de la modélisation d'émissions et ensuite de la modélisation de dispersion et de chimie. Donc en fait, à la fin, et tout ça pour éclairer aussi un peu les pouvoirs publics, c'est quasiment ce triptyque en fait qu'il faut construire. Et à notre connaissance, en fait, il y a encore peu de travaux menés sur ce couplage de ces trois éléments. Alors, peut-être avant de traiter les questions qu'on a là sur notre écran, moi, je vous avais dit, je voulais repartager, parce qu'encore une fois, attention à ce qui a été dit. On dit il y a des manques, mais il faut voir les manques à quelle échelle. D'accord? Si je vous repartage, pour le coup, je ne sais pas si mon écran apparaît. Pas encore. Pas encore. Je ne sais pas comment. Alors, du coup, sélectionner une fenêtre. Je crois que Gilles était passé par un partage complet, en fait. Ça semble plus simple. Oui, c'est ça. Ah, je ne sais pas. Je suis sur un partage complet. Ça veut dire quoi? Mon écran, une vidéo de mon écran. Ah bah, je ne peux plus partager. On partage du coup avec l'auditoire un moment Zoom un peu classique depuis le confinement, je crois. C'est pénible. Bon,
Moi, je suis désolée. Je voulais vous partager en fait l'écran du site LCSQA. Parce que dès que vous arrivez sur le site du LCSQA, vous voyez deux grandes données. La première, c'est l'accès à Géodère, et je vous ai dit, ça c'est les 12 polluants réglementés conçus avec toutes les données et qui ont été ouvertes au public et donc aux acteurs de la qualité de l'air, tels que ceux qu'on a autour de la table. Et puis, on a surtout la carte qui, là, pour le coup, apparaît toute verte, hein, sauf un peu de jaune à un moment dans les dom-toms, sur l'aspect vigilance. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus hein, que grâce aux données des ASCA, on regarde et on anticipe hein, les épisodes de pollution. C'est ce qu'on appelle aussi des seuils, hein, à la fois d'information, de recommandation, et puis aussi des seuils d'alerte. Parce qu'on dit, si la qualité de l'air ne se ressent pas, on sait, hein, Santé publique France estime à 40 000 décès par an hein, la problématique qualité de l'air, plusieurs milliards d'euros, et puis aussi et surtout, localement, quand il y a des épisodes de pollution, via la préfecture, via les associations agréées de surveillance de la qualité de l'air, il y a bien ces informations qui vont vous dire interdiction d'écobuage, attention aux personnes sensibles, hein, par exemple l'ozone, hein, ça peut attaquer les voies respiratoires, donc des personnes qui sont fragiles, qui sont avec des soucis d'asthme, etc. On va pouvoir viser les choses. Donc, il y a tout un dispositif qui est là. Je rappelle aussi qu'en termes d'indications locales sur la qualité de l'air, hein, les associations agréées de la surveillance de la qualité de l'air gèrent aussi un indice ATMO qui est en fait une combinaison des différents polluants principaux pour donner justement une carte éclairée hein, de vert à rouge aux citoyens pour que localement, hein, dans leur région, dans leur ville, ils sachent quelle est la qualité de l'air, et ça c'est aussi fixé hein, dans un cadre par l'État puisque les modalités de calcul sont fixées par arrêté, et que justement, si je reprends cet indice ATMO hein, géré par les ASCA, qui font donc aussi non seulement de la mesure, mais aussi des travaux de modélisation, cet indice a été modifié en début d'année et les ASCA doivent communiquer sur le fait justement de passage hein, de zone verte à orange, voire rouge, non pas parce que la qualité de l'air s'est dégradée, mais parce que l'outil de mesure change en fait. L'outil de rapportage de la mesure change. Et peut-être aussi, juste avant de traiter les questions, il y a la question de la température, vous l'avez évoqué, il y a la question du thermomètre. Hein, c'est où on met le thermomètre, quelle est la qualité du thermomètre, parce que derrière cette saisie de l'information, on va prendre un certain nombre de décisions. Voilà, donc il y a encore beaucoup à faire, mais encore une fois, hein, les acteurs, et en tout cas ceux institutionnels sous l'égide du ministère en charge de l'environnement, travaillent sur ces sujets. Peut-être qu'on peut prendre les questions et y répondre. Je vois qu'il y a effectivement deux auditeurs très, très motivés. Voilà, je les prends depuis le début. Alors, y a-t-il une feuille de route de la recherche concernant les travaux sur l'attribution des actions locales sur la qualité de l'air? Est-ce que quelqu'un veut répondre à cela? Alors, je pense que c'est plutôt une question un peu institutionnelle. Est-ce que vous, dans vos actions, vous suivez, des appels d'offres ou en tout cas des appels à candidature pour contribuer à des travaux de recherche localement? Parce que des projets nationaux, bien sûr, il y en a, portés par différentes instances, hein, citer l'ADEME en particulier, mais pas seulement. Des actions coordonnées d'organismes, bien évidemment, il y en a. Est-ce que localement, vous avez cette visibilité? Alors, moi, je peux apporter des éléments de réponse, mais je pense qu'ils sont un petit peu hors axe sur l'aspect un peu institutionnel. Nous, effectivement, on reste des passionnés du sujet qualité de l'air. Donc, de toute façon, on essaye d'être innovant. Là, on a mentionné deux projets, je pense qu'il était Spark, qu'on fait justement avec IFP, EN, sur la partie modélisation de temps réel de l'impact du trafic, d'autres qu'on fait pour effectivement comparer les sources territoriales avec des unités industrielles. Je pense que, je le soulignais un petit peu dans le cours de la présentation, mais je crois que
Alors, je ne sais pas si vous entendez les bruits qui sont à l'extérieur, mais c'est le live et le direct, comme on dit. Ce sont des acteurs qui sont de la mesure et des microcapteurs, hein, je pense, qui se manifestent à juste titre. Et effectivement, nous, c'est un sujet qui nous passionne aussi, parce qu'effectivement, comme le disait Gilles tout à l'heure, finalement, le microcapteur, c'est l'occasion pour l'ensemble des parties prenantes, et quand je dis parties prenantes, je pense aux citoyens, de se réapproprier le sujet, de le rendre plus visible. Ça pose aussi des questions de responsabilité, parce qu'effectivement, une mesure, sa représentativité spatiale, c'est une question super importante, hein, on l'évoquait tout à l'heure aussi au travers de votre intervention. C'est une question que vous abordez évidemment au niveau du LCSQA. Moi, je peux du coup répondre à mon niveau sur du coup l'innovation. Effectivement, c'est les projets innovants qu'on porte. Je parlais de Spark et puis de l'autre avec la métropole de Rennes, démocratie mère. Après, là, honnêtement, on vit une période qui est géniale sur le sujet de qualité de l'air. Hein. Il se passe plein de choses. Et c'est un sujet avant qui était relativement stable, en tout cas sur la partie mesure. Et là, avec la partie microcapteur, c'est extra ce qui peut se passer, la prise de conscience et l'utilisation de la donnée qui en découle. Enfin voilà, nous, c'est la manière dont on voit à notre niveau. C'est un petit peu, moi, les éléments de réponse que je peux apporter à l'ensemble des questions qui se recoupent, hein, qui ont été posées. Hein. Très bien. Parce que moi, si je réponds au niveau institutionnel, alors bien sûr, il y a un ensemble d'actions qui sont portées au niveau local. Hein. Bon, bien sûr, il y a les PRSQA et puis derrière, il y a toute la batterie d'actions qui vont être déclinées. Et après, il y a des actions de partenariat, tout simplement, entre des universités locales, sur des travaux. Alors, ça peut être notamment sur les nouveaux systèmes pour la caractérisation des sources de polluants. On a maintenant des centrales d'acquisition qui fournissent un nombre de données à l'instant T qui est à ce point conséquent que on doit développer de l'intelligence artificielle pour que cette donnée soit valorisée. C'est-à-dire, non seulement on voit la composition, on voit l'évolution de la composition fine de l'air qui est captée, et puis après, on doit interpréter toutes ces données pour pouvoir en déduire, par rapport à des valeurs toujours seuil, est-ce qu'on est dans les clous ou pas, et puis toujours cette idée de prédiction et surtout d'explication des phénomènes constatés. Peut-être aussi, il y avait une deuxième question, c'était sur des procédés dits. On a une félicitation pour GECOR. Est-ce que vous en avez d'autres en tête qui feraient écho à ce type de demande pour avoir une approche plus en lien avec, on va dire, le quotidien du citoyen? Non? On reste sur GECOR, c'est parfait. C'est parfait. On peut faire de la pub pour d'autres, c'est très bien. Moi, je vais répondre à quelques questions rapidement. Alors, sur l'enjeu de qualification des données, les microcapteurs ou capteurs citoyens, est-ce que Sésame ou un autre outil permettrait d'intégrer d'autres sources de données dans Géodère? Attention, Géodère, c'est le rapportage des données, seulement 12 polluants nationaux au niveau européen, suivant des méthodes qualifiées. Avant qu'on puisse, déjà, il y a les polluants d'intérêt national qu'on ne remonte pas encore. Et d'autre part, je vous disais par exemple pour NH3, on va se poser tout un tas de questions sur la qualification, les modalités, etc. Les microcapteurs, on n'y est pas encore. Et je vous disais même pour le rapportage des valeurs qu'on obtient par modélisation, aujourd'hui, on ne rapporte pas parce qu'on ne s'est pas encore mis d'accord sur les critères de la science. Pourquoi pas? Ça peut être l'avenir, mais il y a encore beaucoup de travail sur la qualification de la donnée. Les fonds supplémentaires qui sont votés pour les ASCA, est-ce que ça se décline en procédés innovants? Oui, bien sûr, puisqu'elles répondent à la fois à des enjeux de surveillance des polluants réglementés, mais aussi, typiquement, on a travaillé sur la campagne nationale d'exploration exploratoire des pesticides. On a mis en place cette année, en juillet, le suivi pérenne des pesticides avec les ASCA. Je vous ai dit, on parle sur la thématique NH3. Là, en ce moment, dans l'actualité, il y a le H2S, donc les algues, etc. Bien évidemment, localement,
on essaye de réagir avec des choses innovantes. Les campagnes d'intercomparaison des ASCA ne sont pas disponibles publiquement parce que c'est, comment dire, un des axes en fait. C'est la confidentialité fait partie des choses qu'on est gérées. Alors, non pas qu'elles aient des choses à cacher, je ne pense pas. Les ASCA communiquent suffisamment sur leurs résultats et leurs performances. C'est simplement le processus qui veut que ce sont en plus des choses très techniques, peu forcément visibles par le public. Voilà. Et puis, alors je vous rappelle, les polluants, c'est sur la santé humaine. On regarde aussi l'effet sur la nature, sur l'environnement, sur les écosystèmes. Et du coup, la difficulté, effectivement, alors il y a une variation. Nous, après, on revient à des données journalières, des données horaires. Je vous ai dit, on intègre les notions de pic. Alors après, voilà, tout ça doit être rendu sous des formats qui sont exploitables. Entre une vue globale et une vue affinée, on continue à travailler. Il y a une multitude d'indicateurs sur lesquels on doit rendre compte, y compris sur cette notion de pic à un instant. Voilà, j'ai balayé toutes les questions, je pense, peut-être parfois rapidement. Je vais peut-être rajouter un dernier mot là, parce qu'effectivement, je sens que ce sujet passionne sur les stations météo. Il y a des gens qui ont des stations météo personnelles, etc. Et il y a des sites sur lesquels ces données sont partagées. Moi, j'encourage tous les gens qui ont acquis des stations de mesure individuelles à faire exactement la même chose, de se fédérer, de mettre ça à disposition. Nous, on sera ravis de les utiliser, en tout cas. Je pense qu'il y a plein de gens intéressés par le sujet qualité de l'air qui seraient aussi ravis de les consulter. Benoît, on doit être à peu près dans les temps. Oula, Benoît est figé. Il fait très bien l'immobilité, en tout cas. Oui, voilà. En termes de partage d'écran, je n'ai pas réussi, mais il y a des soucis de connexion. Mais écoutez, je pense qu'on a fini cette table ronde. Pour le coup, un grand merci à Olivier, à Gilles. C'est toujours intéressant de pouvoir confronter et conforter des actions qui peuvent être menées à des échelles différentes. Benoît, nous t'avons retrouvé. Tu étais immobile là. Vous m'entendez? Donc, effectivement, un grand merci pour les échanges et la qualité des échanges que nous venons d'avoir, qui ont mené de nombreux sujets de rapportage, de recherche. Je vois qu'il y a eu vraiment beaucoup de questions, à la fois sur le chat et sur les questions sur votre table ronde. Donc, en tout cas, on va les noter. Et pour toutes les questions qui n'auraient pas été répondues, on va s'attacher probablement à faire aussi un podcast sur les sujets de qualité de l'air, pour lesquels certains d'entre vous seront à nouveau sollicités, qui seront l'occasion justement de répondre à ces questions exprimées par le public. Tout de suite, je vous donne rendez-vous au public donc, pour participer à des pitchs, pour visionner des pitchs réalisés par des startups. Et puis, à 14h, la prochaine table ronde sera sur le sujet Smart City et ville durable. Très bonne journée à tous, très bon appétit et bonne journée à tous. À bientôt. Et encore merci pour la qualité de vos interventions, de vos échanges. Au revoir. Au revoir.